Sans tarder, je passe la parole à Pierre-André Tremblay pour les commentaires finaux sur la journée. Merci Léla. Commentaires finaux. Avez-vous vu l'heure qu'il est? Moi, on est là depuis 9 heures ce matin. Là, on commence à avoir le cerveau qui ressemble à de la sauce blanche. Ça fait que on va y aller rapidement. Ça va être facile parce qu'il y a Juan qui parle après moi. Mais en fait, il vient déjà de faire son intervention finale. J'écoutais son commentaire sur la table ronde, puis tu sais, OK, s'il va. Il a déjà tout dit. Fait que je vais être encore plus bref. Moi, je vais me contenter de faire ressortir, j'ai pris des notes tout au long de la journée, faire ressortir 3 choses. Ça va sûrement sembler être des évidences, mais bon, ben, à cette heure-ci, je pense que j'en suis là. Je ne suis pas capable d'aller beaucoup plus loin que ça. La première évidence, c'est, avez-vous vu la quantité de choses dont on a parlé aujourd'hui? La première évidence, donc, c'est la diversité des interrogations qu'on peut se poser sous le parapluie général de l'innovation économique, sociale et territoriale. C'est assez effrayant. Alors, bon, on va prendre ça comme ça. Au sens où on est un peu perdu par cette transversalité des choses. Une fois qu'on a fait comme Achille Talon et qu'on a dit que tout était dans tout et réciproquement, on se demande un peu qu'est-ce qu'on doit faire ensuite. Ce qui fait que cette diversité du sujet qui est enthousiasmante, le monde est inépuisable, donc on en a encore pour un moment pour pouvoir gagner notre vie. Cette diversité risque aussi de nous faire perdre la mesure des choses. Ça donne une énorme responsabilité au chercheur qui est obligé de se retrouver dans tout ça sans énormément de guides pour lui dire comment il pourrait retrouver son chemin. Surtout que ça va être la fin de ma première évidence. La limite entre la nouveauté et l'innovation a été glorieusement franchie toute la journée. À partir du moment où quelque chose de nouveau, ça y est, c'est une innovation. Je pense que malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et je pense qu'il faut faire un peu attention. Il ne suffit pas d'une invention pour qu'on puisse parler d'innovation. Et donc, la question de comment cette invention s'ancre-t-elle, comment mord-t-elle dans le réel pour changer ce réel qui lui a pourtant permis d'apparaître, ça, c'est sacrément plus difficile et plus délicat. Ça, c'est ma première évidence. Ma deuxième évidence, c'est de remarquer qu'une grande partie des sujets qui ont été traités dans le courant de la journée portent sur des choses qui ne font pas l'unanimité, ou si vous préférez une façon plus savante et plus Michel Calon de dire les choses. Tout ça repose soulève un certain nombre de controverses et de débats, ce qui revient à dire que ces nouveautés qui parfois arrivent à devenir des innovations sociales touchent à des intérêts qui ne sont pas du tout, a priori, tout au moins, convergents. On vient de faire référence à la notion de communauté. Moi, j'ai une formation d'anthropologue, comme Juan l'a dit dès le début. Si un mot qui est populaire en anthropologie, c'est bien ce mot-là. Et c'est aussi un mot qui est tellement galvaudé, complexe et pourri de préjugés idéologiques qu'il faut marcher sur des œufs fragiles quand on l'utilise. En clair, je pense qu'en anthropologie, on tend à beaucoup moins utiliser le mot de communauté qui sous-entend une espèce de magnifique consensus sur les modalités de l'être au monde que peu de communautés, aussi petites soient-elles, arrivent à réaliser véritablement. Donc, il faut faire énormément attention à manipuler ce genre de choses. Il faut au contraire porter beaucoup plus d'attention aux contradictions, aux controverses, aux débats, parfois aux conflits, mais pas toujours, qui sont beaucoup plus à même de nous révéler comment les choses vivent et comment elles changent. Autrement dit, il faut se méfier beaucoup d'une espèce de présomption d'unanimité et de bienfaisance.
Moi, je suis formé en anthropologie, où le fondement de l'anthropologie, quelque part au 19e siècle, s'était fondé sur une opposition entre la modernité et la tradition. Nous sommes modernes, ils sont traditionnels. Et étant traditionnels, ils sont en ce moment ce que nous étions ici autrefois. Ce genre de dualité a été tellement remis en question en anthropologie qu'on ne la voit plus du tout. S'il y a un couple intellectuel qui n'apparaît plus dans la plupart des sciences sociales, c'est bien celui-là. Alors, quand on l'utilise, il est souvent très, très utile parce qu'il permet de résumer des choses en peu de mots, mais il faut faire attention, sinon on se retrouve à avaler des couleuvres. La troisième chose, là, c'est plus complexe, puis comme je vais te jurer d'être fatigué puis d'être bref, je ne pourrais pas aller très loin dans la chose, mais bon, il y a une évidence, c'est que tout le monde fait référence au territoire, mais comme la plupart des gens ont Klein comme directeur, c'est quasiment normal. Et beaucoup de gens, ça m'a beaucoup plus surpris, on fait référence au territoire, pas tellement au sens que le mot avait dans ma jeunesse. Quand moi, je faisais mes études, et pour le territoire, c'était un espace dans lequel il y avait des ressources. Puis là, on allait utiliser les ressources, on les ponctionnait, on les siphonnait, puis on les utilisait pour autre chose. Il y a une définition très bébête du territoire. Mais en fait, ce n'est pas à ça qu'on fait référence la plupart des présentations, c'est une dimension beaucoup plus immatérielle du territoire. Puis là, allez donc mettre ça sur une carte. C'est l'idée du territoire en tant que référent symbolique, en termes que dépositoire de signification, loin de siphonner des ressources à partir du territoire, on y a insufflé, on y a mis une signification à ce territoire qui lui donne sa véritable consistance sociale. Ce qui fait que, parlant de territoire d'innovation, de changement, etc., énormément des présentations se sont mises à parler de la culture. Au sens la culture première là, dont parlait Benoît, puis même lui a échappé le terme de culture au sens anthropologique. Bon, c'est ce genre de choses-là qui vous vous sentez interpellé par ça. Et puis là, vous dites, ah oui, Klein, quand il a parlé de moi au début, il a dit, on n'arrive pas à savoir si Tremblay est un sociologue ou un anthropologue. Ben, c'est tout à fait exact, parce que comme beaucoup d'anthropologues actuels, malgré mon âge, je me calcule encore comme un anthropologue actuel, on a une sainte horreur du terme de culture, qui est probablement le terme fondateur de l'anthropologie et qui est tellement pourri de préjugés idéologiques qu'il n'y a plus beaucoup d'anthropologues qui utilisent ce terme-là. Quand on s'est mis à parler de culture d'entreprise dans les années 70, vous auriez dû voir, ça c'était le langage de nos voisins du 6e étage ou des gens en sciences administratives. Et il y a des anthropologues qui sont allés là-dedans, j'en connais. Mais grosso modo, même eux, en tout cas dans le milieu anthropologique, la tendance était à rigoler doucement en disant, au moment où on cesse d'utiliser le mot en anthropologie, regardons ça, les gens en management se mettent à utiliser le terme de culture. C'était pas pris très, très au sérieux. Parce que c'est un terme qui fait une espèce d'équivalence entre une société égale une culture, et tout ça se recouvre. C'est facile pour désigner les boulous-boulous, le genre de population sur laquelle les ethnologues travaillaient autrefois. Ça ne correspond plus du tout à la façon dont il faut envisager la culture. Donc, j'ai une méfiance absolument profonde à utiliser le terme de culture. C'est un terme synthétique utile. Il permet de dire en un mot un nombre énorme de choses, mais qui, justement, parce qu'il recouvre énormément de sens différents, voire opposés, devient très difficilement utilisable sur un plan analytique. Il est bon pour désigner un ensemble de choses rapidement. Il est très, très mal venu de l'utiliser pour analyser des dimensions des phénomènes. Donc, il faut s'en méfier énormément. On peut continuer à l'utiliser, mais il faut faire attention. L'adéquation qu'on fait entre un groupe social et une culture, là, l'idée, c'est un groupe, une culture, a un défaut premier, c'est d'imaginer que, en méthodologie, on appelle ça l'erreur écologique, là, parce que tu es parti de cet espace, tu en partages donc les caractéristiques fondamentales. Tous les acteurs de cet espace l'auront. En clair, tu es dans tel espace et tu
tu en as donc la culture. Ce qui est perdu là-dedans, c'est une chose fondamentale. C'est la culture, non pas comme une partie de ton être qui te pénètre, c'est au contraire la culture comme un ensemble d'outils, une boîte à outils, un ensemble de choses qu'on utilise en fonction des intérêts, en fonction des conjonctures, en fonction des conflits, autrement dit, en fonction de l'agencéité des groupes et des individus. La culture, c'est une chose qu'on utilise quand ça fait notre affaire, puis on la change quand ça ne fait plus notre affaire. Et c'est pour ça que les cultures changent. Donc, ce serait ma troisième évidence, c'est l'accent sur l'importance des comportements stratégiques, la présence, l'importance des comportements stratégiques, l'importance des orientations en fonction de contradictions. Et si on perd ça, on perd une grande partie de ce qui fait l'intérêt de la notion d'identité. Et on perd une grande partie de ce qui nous rend possible l'analyse du changement social. Ça serait ma troisième évidence. Puis comme le temps passe, je vais arrêter là. Merci Pierre-André pour ces commentaires. Je passe la parole pour le mot de la fin à M. Klein. OK. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, après Pierre-André, c'est difficile d'ajouter quelque chose, d'autant plus qu'il a dit qu'il y avait plus de temps. Il s'est trompé, hélas, sur une chose. Et c'est très important, et ça nous concerne tous. En fait, il a dit, puisque le temps passe, j'arrête là. Pierre-André, le temps ne passe pas. C'est nous qui passons. Et comme nous avons passé déjà toute la journée, je vais être très rapide. Très rapide. En fait, moi, je voulais juste dire que la journée a été, me semble-t-il, très satisfaisante. On a atteint ce qu'on voulait. Finalement, on voulait mettre en place une plateforme pour les échanges et l'apprentissage collectif, les échanges qui permettent aux étudiants qui sont en processus d'élaboration ou d'écriture de leurs problématiques de recherche, de leur mémoire ou de leur thèse, disons, de s'inspirer de ce que les autres font, d'échanger et de faire quelque chose que Leïla a très bien identifié ce matin, et je le remercie de ça, c'est de remettre en question certaines certitudes qu'on a au départ. Et ça, c'est le propre de la recherche, du moins en sciences sociales ou en sciences du social, c'est qu'il ne faut pas partir des a priori avec le seul objectif de les démontrer. Il faut surtout partir des intuitions dans la perspective de faire apparaître le réel et de poser, comme Leïla l'a dit, des questions nouvelles, des perspectives nouvelles, d'ouvrir des pistes nouvelles. Je pense qu'on l'a vu tous et toutes là, on a profité de l'expérience de chacun et de chacune. Je souligne juste deux idées pour terminer. La première, c'est que ce que Benoît disait concernant la résilience. Je pense que c'est essentiel et nous, à travers nos recherches, et je parle des recherches que nous faisons en collaboration surtout avec les acteurs ou avec les organismes ou les organisations qui interviennent dans le développement du territoire, en développant des capacités. Si nous nous donnons comme objectif de développer notre propre réflexivité et de développer des capabilities, hein, ainsi connues, les capacités collectives de transformation des facteurs qui provoquent les problèmes que les gens vivent finalement, parce que c'est ça l'objectif, de l'amélioration des conditions de vie et de travail des citoyens. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de travailler pour une société plus résiliente.
mais il faut donner au mot résilience le sens que Benoît donnait et non pas juste un sens technique, c'est-à-dire la capacité de prévoir les problèmes et d'agir avant qu'ils arrivent à travers même des conflits parce qu'il n'y a jamais d'unanimité concernant la façon d'agir avant que les problèmes arrivent. Okay? Et je dirais une dernière chose, on a parlé d'hybridité beaucoup. Il y a aussi un anthropologue, là, il y a des anthropologues qui utilisent la notion de greffe. Hein. Il y a des greffes qui peuvent se faire dans des contextes de crise qui font en sorte que finalement ce qui sort, c'est ce qu'il y avait avant, mais en plus fort. Un peu comme la crise viticole qu'il y a eu en France à la fin du 19e siècle. Par des greffes, on a renforcé finalement les vignes. On n'a pas arrêté de boire du vin. Et le vin est à peu près similaire à ce qui était. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre pour acquis que l'hybridité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des choses différentes qui se développent de façon parallèle, ça va donner lieu nécessairement à la survivance de ce qui est bon et à l'élimination de ce qui semble moins intéressant. Il peut y avoir le contraire. Et donc, il s'agit de bien voir, de bien analyser et de poursuivre dans cette voie. Moi, je vous remercie beaucoup. Je veux remercier les collègues qui ont, disons, joué un rôle important. Mélanie, Loli, Pierre-André, Diane Gabriel, Benoît, Marco qui est parti, Marco Alvario, mais c'est normal, pour lui, l'heure, là, n'est pas la même que nous. Je pense que j'oublie personne. Je remercie Leïla. Oubliez Jacques Caillouette. Jacques Caillouette. Excuse-moi, Jacques Caillouette. Je l'avais pourtant écrit. Pierre-André. Bon, Pierre-André, je l'ai dit. Okay. Non, je ne l'ai pas dit? Je l'ai dit. Je remercie Leïla, qui a vraiment été une organisatrice hors pair. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Mais avant ça, je vous rappelle qu'il y a le colloque international de crise dans un mois. Plusieurs d'entre vous faites des présentations lors de ces colloques. Alors, je vous souhaite un bon colloque. Et sinon, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Donc, merci beaucoup. Et merci à tous. Merci à toutes et tous. On finit avec 13 minutes de retard.